Vous ne serez jamais riche tant que vous serez accessible. Machiavel. Ce titre n'est pas une provocation, c'est un avertissement. Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où l'on ne consomme pas du contenu. On reprogramme des schémas, on taille l'esprit, on dérange les certitudes. Si vous êtes constamment disponible, si votre temps est ouvert à tous, si votre attention est facilement capturée, alors ce message vous concerne plus que vous ne le pensez. Avant d'aller plus loin, si vous sentez que ce type de réflexion vous parle, abonnez-vous dès maintenant à Sculpture mentale. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations mentales. Chaque vidéo est pensée comme un outil. À vous de décider comment l'utiliser. Prenez un instant et posez-vous cette question, honnêtement. Et si le vrai luxe n'était pas ce que vous possédez, mais ce à quoi vous refusez l'accès? Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait changer la façon dont vous protégez votre temps, votre énergie et votre avenir. L'illusion de la disponibilité. Pourquoi êtes-vous toujours disponible? Est-ce un choix conscient ou un automatisme que vous n'avez jamais interrogé? Que ressentez-vous réellement quand votre téléphone vibre? De l'importance ou de l'obligation? Pourquoi répondez-vous immédiatement? Craignez-vous qu'un silence vous fasse perdre de la valeur? Ou avez-vous appris, sans jamais le remettre en cause, que la rapidité était une preuve de sérieux, de respect, d'utilité? Votre temps est ouvert à tous. Mais à quel prix? Qui a décidé que votre présence devait être gratuite? Qui a fixé la règle selon laquelle votre attention pouvait être sollicitée à toute heure, sans avertissement, sans contrepartie? Était-ce une décision mûrie ou une habitude héritée des attentes des autres? À quel moment avez-vous confondu accessibilité et importance? Pourquoi pensez-vous encore que plus on peut vous atteindre, plus vous comptez? Avez-vous déjà observé ceux qui semblent peser le plus lourd dans une pièce et leur manière d'être rarement disponible, rarement pressé, rarement accessible? Si tout le monde peut vous atteindre à tout moment, qu'est-ce qui vous rend rare? Qu'est-ce qui vous distingue réellement en dehors de votre gentillesse et de votre réactivité? Regardez votre quotidien sans complaisance. Qui consomme votre énergie sans jamais investir dans votre croissance? Qui vous appelle pour se soulager, pour parler, pour exister, mais disparaît lorsque vous avez besoin de concentration, de silence ou de soutien? Combien de fois avez-vous interrompu un travail important, une réflexion profonde, une impulsion créative, simplement parce que quelqu'un vous a sollicité? Combien de fois avez-vous apporté vos propres priorités pour répondre à celles des autres? Quand vous dites « je n'ai pas le temps », est-ce vraiment un manque de temps ou une incapacité à en protéger l'accès? Votre disponibilité est-elle un don volontaire ou une fuite déguisée face à la solitude, au vide, à l'effort prolongé? Et surtout, posez-vous cette question sans vous mentir. Si vous disparaissiez une semaine, qui remarquerait le vide? Qui chercherait réellement à comprendre votre absence? Et qui, au contraire, se réjouirait du silence, soulagé de ne plus avoir accès à vous? Si votre absence ne crée aucun manque, que dit cela de la valeur que vous accordez à votre propre présence? À quel moment avez-vous oublié que ce qui est toujours disponible cesse d'être désiré et finit par être utilisé? Le pouvoir fuit la foule. Pourquoi cherchez-vous encore à plaire? À quel moment avez-vous conclu que l'approbation des autres était une condition de votre sécurité? Que risquez-vous réellement lorsque quelqu'un est déçu par vous? Et pourquoi ce risque vous semble-t-il insupportable? Pourquoi avez-vous peur de décevoir? Est-ce la peur du conflit ou la peur de perdre votre place dans le regard des autres? À qui essayez-vous de prouver votre valeur, alors même que cette valeur ne devrait jamais dépendre d'un consentement extérieur? Observez ceux qui exercent une influence réelle. Les voyez-vous s'expliquer? Les voyez-vous s'excuser d'être absents?
Les entendez-vous justifier leurs choix ou négocier leurs limites? Pourquoi pensez-vous encore que vous devez être compris pour être respecté? D'où vient cette croyance que la clarté de vos intentions est une dette que vous devez aux autres? Les esprits puissants n'annoncent pas leurs limites. Ils les incarnent. Ils ne préviennent pas qu'ils ne sont pas disponibles. Ils structurent en leur vie de manière à ce que leur indisponibilité soit évidente. Quand avez-vous décidé que dire oui était plus sûr que dire non? Était-ce un calcul ou une réaction de survie? Combien de fois avez-vous accepté par réflexe avant même d'évaluer le coût réel? Combien d'opportunités profondes avez-vous sacrifiées pour des urgences superficielles? Combien de décisions importantes ont été repoussées parce qu'un message, un appel, une demande imprévue semblait plus pressante? Avez-vous déjà remarqué que ce qui est urgent n'est presque jamais essentiel? Et que ce qui est essentiel exige du temps, du silence, de la continuité? Si votre agenda reflétait votre ambition réelle, à quoi ressemblerait-il aujourd'hui? Serait-il rempli de priorités claires ou saturé d'obligations qui n'élèvent ni votre vision ni votre position? Qui décide réellement de votre emploi du temps? Est-ce que vous, ou l'ensemble des sollicitations que vous n'avez jamais appris à refuser? À quel moment avez-vous confondu leadership et disponibilité? Pourquoi pensez-vous encore que plus vous êtes présent, plus vous êtes influent? Le pouvoir fuit la foule. Il se retire là où la concentration est protégée, là où chaque oui est rare et chacun non assumé. Si vous continuez à vous rendre accessible à tous, qui, exactement, dirige votre trajectoire? L'accessibilité est une fuite. Pourquoi laissez-vous les autres entrer sans permission dans votre esprit? Pourquoi leurs mots, leurs urgences, leurs émotions franchissent-ils vos frontières mentales sans résistance? À quel moment avez-vous cessé de filtrer ce qui mérite réellement votre attention? Pourquoi acceptez-vous les interruptions comme une norme? Quand avez-vous décidé qu'être constamment interrompu était le prix normal de l'existence moderne? Vous êtes-vous déjà demandé ce que ces interruptions vous coûtent, non pas en minutes, mais en clarté, en continuité, en profondeur? Pourquoi votre concentration est-elle si facile à voler? Qui y a accès, exactement? Et surtout, qui l'a mérité? Est-ce que par générosité ou par peur d'être oublié? Avez-vous peur que le silence vous efface du paysage social? Craignez-vous que si vous n'êtes pas là immédiatement, quelqu'un prenne votre place, votre rôle, votre utilité? Lorsque quelqu'un vous dérange dans votre vision, ressentez-vous de la colère ou de la culpabilité? Si c'est de la culpabilité, interrogez-la. Pourquoi vous sentez-vous fautif de protéger ce qui construit votre avenir? À quel moment avez-vous appris que protéger votre solitude était égoïste? Qui vous a transmis l'idée que vous deviez être disponible pour être respectable? Était-ce une règle explicite ou une pression subtile, répétée, jamais remise en cause? Pourquoi votre silence met-il les autres mal à l'aise? Que révèle cette gêne? Est-ce que votre absence qui dérange ou le fait que vous cessiez d'être exploitable? Avez-vous remarqué que plus vous êtes accessible, plus on se permet de vous interrompre? Plus vous ouvrez l'accès, plus vos frontières deviennent floues, et plus vos frontières s'effacent, plus votre direction devient incertaine. À force d'être disponible, que fuyez-vous réellement? Le face-à-face avec vos propres ambitions? La responsabilité de vous concentrer sans distraction? L'effort prolongé que demande une vision claire? Et si votre richesse future exigeait votre indisponibilité présente, oseriez-vous l'assumer? Seriez-vous capable de tolérer l'inconfort du silence, l'incompréhension des autres, le regard de ceux qui n'ont plus accès à vous? Si vous refusez aujourd'hui de fermer certaines portes, quelles parties de vous resteront éternellement ouvertes, et donc vulnérables? La richesse commence par la distance. Pourquoi êtes-vous toujours joignable mais rarement écouté? Pourquoi votre parole circule partout mais ne pèse nulle part?
À quel moment votre voix est-elle devenue un bruit parmi d'autres, présente mais sans gravité? Observez la manière dont vous vous rendez accessible. Sans condition, sans pause, sans distance. Pensez-vous réellement que la proximité permanente crée de la valeur? Ou avez-vous remarqué que plus quelque chose est disponible, moins on s'y attarde? Avez-vous déjà pris conscience que ce qui est rare attire le respect? Que ce qui est protégé gagne naturellement de la valeur? Que ce qui reste silencieux impose parfois une présence plus forte que 1000 paroles? Pourquoi ressentez-vous le besoin d'expliquer vos choix, vos absences, vos priorités? À qui devez-vous ces justifications? Et depuis quand votre trajectoire personnelle nécessite-t-elle une validation collective? La distance n'est pas un rejet. C'est une structure. Un espace dans lequel votre esprit peut enfin respirer sans être envahi. Si vous retiriez l'accès à votre temps, qui resterait vraiment? Qui chercherait encore à vous comprendre plutôt qu'à vous utiliser? Qui accepterait votre rythme sans tenter de le perturber? Si vous protégiez vos pensées, quelles idées émergeront enfin? Combien de réflexions sont mortes avant même de naître, étouffées par le bruit, les interruptions, les attentes extérieures? Avez-vous déjà vécu ces rares moments de silence prolongé où une clarté inhabituelle apparaît? Où les priorités se réorganisent d'elles-mêmes, sans effort, sans agitation? Pourquoi ces moments sont-ils si rares dans votre vie? Qui les empêche réellement d'exister? Et si votre richesse n'était pas un manque d'argent, mais un excès d'ouvertures inutiles, un trop-plein de conversations vides, de sollicitations sans impact, de présences qui dispersent plus qu'elles ne construisent? À force de vouloir rester proche de tout, ne vous êtes-vous pas éloigné de l'essentiel? À force de réduire la distance, n'avez-vous pas dilué votre propre centre de gravité? La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous éloigner. La question est: combien de temps encore pouvez-vous rester aussi proche sans perdre ce que vous êtes en train de devenir? La foi organisée. Que montrez-vous au monde réellement? Un esprit concentré ou dispersé? Une direction claire ou une disponibilité permanente qui brouille votre trajectoire? Lorsque l'on vous observe de l'extérieur, que perçoit-on? Une personne difficile à détourner de son axe ou un esprit constamment happé par ce qui passe? Les autres ne lisent pas vos intentions, ils lisent votre posture. Ils observent votre manière de protéger, ou non, ce qui vous importe. Votre foi est-elle structurée ou constamment interrompue? Quand vous pensez à ce que vous voulez bâtir, votre esprit reste-t-il stable, ordonné, cohérent? Ou est-il sans cesse fragmenté par des notifications, des demandes, des urgences étrangères à votre vision? La foi dont il est question ici n'est pas déclarative. Elle est organisationnelle. Elle se mesure à votre capacité à maintenir une direction mentale sans être déviée. Comment espérez-vous attirer l'abondance si votre esprit est toujours ailleurs? Si votre attention est fragmentée en dizaines de micro-réactions? Si votre désir ardent est dilué dans le bruit quotidien? Avez-vous remarqué que ce que vous poursuivez sérieusement finit toujours par remarquer votre sérieux? Et que ce que vous traitez comme secondaire vous traite, en retour, comme optionnel? Quelles sont les preuves visibles de votre engagement intérieur? Votre emploi du temps en est-il une? Votre manière de refuser en est-elle une? Votre silence stratégique en est-il une? Les hommes jugent avec les yeux. Ils observent ce que vous protégez. Ils évaluent ce à quoi vous donnez accès. Ils comprennent très vite si votre concentration est sacrée ou négociable. Votre attention est-elle sous contrat permanent avec l'extérieur? Ou avez-vous établi des zones intouchables, des plages où rien ni personne ne peut entrer sans votre consentement? Qu'adviendrait-il de votre vie si vous deveniez difficile d'accès, mais profondément aligné? Si votre présence devenait rare, mais votre direction est incontestable? Seriez-vous capable de supporter le malaise de ceux qui n'ont plus accès à vous?
Le silence de ceux qui ne peuvent plus vous interrompre? Le regard de ceux qui confondaient votre dispersion avec votre gentillesse? À quoi ressemblerait votre esprit si chaque pensée importante pouvait aller jusqu'au bout sans être coupée, détournée, affaiblie? Et si l'ordre intérieur que vous évitez aujourd'hui était précisément ce que votre avenir attend de vous? Qui contrôle votre temps? Prenez un instant avant de répondre. Est-ce réellement vous ou une succession de demandes, d'habitudes, de réflexes que vous n'avez jamais remis en question? Qui contrôle votre attention? Est-elle dirigée par une intention claire, stable, assumée? Ou est-elle aspirée, fragmentée, dispersée par ce qui est le plus bruyant, le plus proche, le plus insistant? Qui décide quand vous êtes disponible? Est-ce un choix conscient? Ou une porte restée ouverte par défaut, jour après jour, sans jamais être refermée? Chaque fois que vous répondez immédiatement, chaque fois que vous interrompez votre concentration, chaque fois que vous laissez quelqu'un décider du moment où vous devez être présent, vous cédez une parcelle de gouvernance intérieure. Et ces parcelles s'additionnent. Si vous continuez ainsi, sans frontières claires, sans distance assumée, sans structure ferme autour de votre temps, à quoi ressemblera votre vie dans 5 ans? Sera-t-elle le résultat de vos choix profonds ou l'addition de 1000 décisions prises pour vous? Regardez la trajectoire que vous êtes en train de construire, non pas avec vos intentions, mais avec vos comportements. Votre manière d'être accessible aujourd'hui est-elle compatible avec la position que vous souhaitez occuper demain? Et si la première étape vers la richesse n'était pas gagnée, mais de retirer l'accès? Retirer l'accès à ce qui disperse, retirer l'accès à ce qui détourne, retirer l'accès à ce qui consomme sans jamais nourrir. Êtes-vous prêt à devenir moins accessible pour devenir enfin puissant? Pouvez-vous supporter l'inconfort du silence, l'incompréhension de ceux qui ne peuvent plus vous atteindre, la perte de certaines validations immédiates au profit d'une cohérence plus profonde? Ou préférez-vous rester visible, mais jamais indispensable? Visible, mais remplaçable. Présent, mais sans poids. Disponible, mais sans autorité intérieure. Le monde ne respecte pas ce qui est ouvert en permanence. Il s'adapte à ce qui est structuré. Il s'incline devant ce qui se gouverne avec rigueur. La question n'est plus de savoir si vous comprenez ce message. La question est, qu'allez-vous faire dès maintenant avec l'accès que vous donnez ou que vous retirez? Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, si certaines questions vous ont mis mal à l'aise, alors ce message a fait son travail. Sur Sculpture Mentale, chaque vidéo est une invitation à reprendre le contrôle de votre esprit, de votre temps et de votre trajectoire intérieure. Si vous voulez continuer ce travail en profondeur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Si cette vidéo vous a apporté une prise de conscience, n'hésitez pas à liker. Cela aide la chaîne à toucher d'autres esprits prêts à s'éveiller. Et surtout, prenez un instant pour écrire en commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Quelle idée a résonné en vous? Votre réflexion peut devenir un déclencheur pour quelqu'un d'autre. La vidéo qui s'affiche à l'écran prolonge directement cette réflexion. Cliquez dessus. Ne rompez pas l'élan maintenant. Votre transformation ne commence pas demain. Elle commence par ce que vous choisissez de regarder et par ce à quoi vous décidez, enfin, de retirer l'accès.